Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, analyse, expertise et un débat. Bien dans son job, aujourd'hui on parle de la réorganisation, comment il faut accompagner ceux qui restent. Oui, il y a ceux qui s'en vont et ceux qui vont rester, c'est pas si simple, on va en parler avec Clara Leparquier, elle est la CEO de MTH Coaching. Le cercle RH, sujet un peu tabou d'ailleurs, la succession en entreprise, c'est souvent en tout cas un enjeu de survie pour les entreprises et on va en parler avec deux experts spécialistes de la succession et de la transmission. C'est le cercle RH et c'est le débat de Smart Job. Et pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi et le salaire des cadres. Les NAO ont débuté. On fera un point avec Arnaud Montaille, il est directeur associé chez Robert Walters. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on s'intéresse au sujet de la réorganisation, alors pas tant sur le plan de la gouvernance, mais sur le plan humain, ce que ressentent évidemment ceux qui sont partis, mais surtout ceux qui restent. On en parle aujourd'hui avec Clara Leparquier. Bonjour Clara. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, CEO de MTH Coaching. Alors, on ne parle pas de ceux qui s'en vont, parce que c'est souvent difficile de partir, des plans de reclassement, le chômage. On va s'intéresser à ceux qui restent. Pourquoi les accompagner, ceux qui restent? On se dit après tout, ils ont été sauvés, ils ont échappé aux gouttes. C'est ça, alors il y a plein de raisons qui font qu'on va pouvoir, et que c'est important de les accompagner. C'est vrai qu'on pense souvent à ceux qui partent, et il y a plein de mesures, et tant mieux, qui sont faites pour eux. Ceux qui restent, on pense en priorité à ceux qui vont avoir des gros changements, et souvent, on les accompagne, et encore, c'est pas automatique. Mais il y a aussi des tas de personnes qui restent, qui n'ont pas forcément de façon aussi visible des changements, et qui, pourtant, vivent une sorte de cataclysme. En fait, la confiance déjà dans l'entreprise de base est altérée à partir du moment où une entreprise fait une réorganisation. Parce que ça sera bientôt à mon tour un peu. Alors il y a ceux qui ont peur de ça, c'est un peu le syndrome aussi du survivant. Il y a aussi ceux qui, pendant toute cette période, ont été dans l'angoisse de perdre leur job. Bien sûr. Ok, ils l'ont peut-être pas perdu, mais ils sont totalement en stress et ils ont peur d'être le prochain sur la liste. Il y a ceux aussi, on n'en parle pas très souvent, et ils sont nombreux, qui voulaient partir, qui voulaient prendre les mesures d'un PSE, par exemple, et qui finalement n'ont pas fait partie de la charrette. Et quand ils restent, il y a de la frustration, une démotivation. Il y a aussi tous les managers, mais aussi les RH, qui ont eu des mauvaises nouvelles à annoncer, qui ont dû faire partir, voire partir des gens de leur équipe. Donc ça aussi, c'est important d'accompagner ces personnes. Il y a aussi les partenaires sociaux qu'on peut accompagner parce que finalement... Grosse pression sur leurs épaules. Hein. Exactement, et ils reçoivent, c'est un peu le bureau des pleurs, et puis grosse pression aussi. Donc voilà, ça fait plein de personnes et plein de raisons de prendre soin de l'ensemble des personnes qui restent. Un corps social fragilisé. Alors, les symptômes, c'est quoi? Parce qu'on peut les imaginer, il y a du stress, de l'angoisse, une surcharge de travail, c'est ça les difficultés? C'est ça, il y a à la fois des risques psychosociaux, effectivement, dans les différents cas qu'on a évoqués, il peut y avoir des personnes qui vont ressentir une grande tristesse, de la colère, il y a un risque de démotivation, de désengagement qui pèse du coup sur l'efficacité et la pérennité de l'entreprise. Il faut accompagner aussi ce qu'on appelle le deuil en entreprise, le deuil des personnes qui sont parties, le deuil du job qu'on a perdu. Là, je pense en particulier aux personnes qui voient leur poste soit supprimé, soit totalement modifié. Et en fait, souvent, ces personnes-là, c'est une atteinte à leur propre identité et elles se sentent comme non reconnues, dévalorisées par l'entreprise. Et donc, c'est aussi ce sentiment-là de perte d'identité qu'il va falloir accompagner pour certaines personnes. Clara, la grande question qu'on se pose, on a bien compris qu'il fallait faire un focus sur cela, il ne fallait pas les oublier. Comment on limite les RPS, les risques psychosociaux, justement pour cela? Comment on fait? Alors déjà, ce qui est indispensable, ça peut sembler une évidence, mais c'est de leur proposer des espaces de parole, d'écoute, d'expression, que ce soit individuel ou collectif. En individuel, ça peut être joué par, bien sûr, le manager, les RH. Pourquoi pas un soutien externe avec une ligne d'écoute qui peut être soit des psys, soit des coachs. Et puis, en collectif, ça va être, par exemple, des ateliers d'écoute où là, très souvent, c'est animé par des personnes externes à l'entreprise dont c'est le métier.
comme les coachs ou les psychologues. Donc, focus sur ceux qui restent. Vous parliez du deuil, je pense à ceux qui vont voir des bureaux vides. Oui. Ce choc psychologique qui fait que quelques mois auparavant, on parlait et l'espace s'est retrouvé vide. Est-ce que les DRH en ont conscience avant de nous quitter? Est-ce que c'est un sujet, comme on dit, qui est adressé? C'est un sujet qui est adressé parfois, mais pas assez, parce que comme je vous disais, on a tendance à penser en priorité à ceux dont vraiment tout va changer, leur métier, etc. Mais en fait, il y a tous les autres. Et c'est vraiment... en fait, si on passe à côté de ça, on passe à côté de la nouvelle dynamique qu'il peut y avoir, aussi bien d'un point de vue individuel que pour ce qui est de réengager le collectif. Et finalement, ça peut transformer une réorganisation en un échec total si on a énormément de collaborateurs qui se sentent au bord du chemin et qui ne reviennent pas motivés dans l'entreprise. Et un risque de démission accru potentiel pour ceux qui restent et qui veulent démissionner. Merci. Démission, arrêt maladie. Et donc des engagements au final. Exactement. Merci Clara d'être venue nous rendre visite. C'est toujours un plaisir. Vous êtes la CEO de MTH Coaching et on parlait de l'accompagnement de ceux qui restent dans le cadre d'une réorganisation ou de plans sociaux. On tourne une page, c'est le cercle RH, c'est le débat de Smart Job comme chaque jour, et on s'intéresse à la succession. Bah oui, c'est toujours compliqué lorsqu'on est un chef d'entreprise de penser l'avenir, on est parfois la tête dans le guidon, et puis c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de voir quelqu'un à sa place. C'est un débat à la fois juridique et un peu psychologique d'ailleurs, la succession, la transmission. On en parle dans notre débat juste après le jingle. Le cercle RH, le débat de Smart Job quotidien. On s'intéresse aujourd'hui à un sujet qui est assez peu traité, d'ailleurs qu'on a peu traité sur ce plateau, la succession, la transmission d'entreprise, ETI, PME, entreprise familiale. C'est toujours un moment un peu difficile de dire qu'on va donner les clés et qu'il faut s'y préparer. Et souvent, c'est un peu compliqué. Et c'est un enjeu à la fois humain, évidemment, mais aussi économique pour la survie de notre tissu d'entreprise, industrielle ou pas. On en parle avec nos invités, des experts de ce sujet. Caroline Bergbaum, merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice d'Alter Ago, et non pas Ego, coprésidente du réseau Entreprendre Val d'Oise et membre de l'IFA. Et je sais que vous y tenez beaucoup parce que le document est tout chaud. Transmission, enjeux et bonnes pratiques. On est au cœur du sujet. Guide à l'usage des acteurs de la gouvernance des PME et des ETI. Je montre ce petit document de l'IFA. Caroline allait le faire à ma place, mais je le fais. L'IFA qui produit d'ailleurs un certain nombre de littérature sur beaucoup de sujets qui sont assez passionnants. Fabrice Coudray est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour Arnaud. Directeur exécutif Search chez Robert Half. Avec vous aussi une étude passionnante sur ces enjeux de succession et de transmission. Un petit mot d'abord, parce que dans le guide de l'IFA, je ne sais pas si vous l'avez procuré ou vous avez jeté un œil. Il y a une typologie, Caroline, juste pour commencer par l'humain. On va parler du juridique, on va parler de l'économie, mais vous faites une liste assez drôle du profil de ceux qui vont un jour s'arrêter pour donner les clés. Il y a celui qui en a pris conscience, mais qui procrastine, qui dit il faut le faire, mais je ne le fais pas. Il y a le tout-puissant, on est d'accord, qui dit moi je suis tellement puissant que j'ai envie de la donner à personne parce que je trouve personne à ma hauteur. Et puis pareil, il y a celui qui est prêt à le faire et puis qui trouve 1000 raisons pour ne pas le faire. C'est ça la typologie des chefs d'entreprise ? Oui, en fait, pour réaliser ce guide, donc on a fait un certain nombre d'interviews pendant presque 18 mois. Et en effet, on a catégorisé trois typologies de dirigeants d'entreprise. On a donc le transmetteur structuré qui va tout organiser, qui va avoir en général une gouvernance, il est plutôt bien accompagné aussi. Il a une gouvernance bien structurée, il a une vision et il sait à peu près comment il va s'organiser pour la suite. Ensuite, on a le fondateur éternel. Alors, c'est ce qu'on l'a appelé comme ça. Le père fondateur. Et en fait, on se rend compte effectivement que souvent le fondateur, il est tellement attaché à son entreprise, c'est comme son enfant. C'est son enfant, bien sûr. Il a du mal à lâcher. Et effectivement, on le retrouve souvent. Aujourd'hui, on voit un petit peu des statistiques où les dirigeants sont vieillissants pour certains. On a quand même
des chefs d'entreprise au-dessus de... Enfin, la proportion des chefs d'entreprise qui a plus de 66 ans et vers 70 ans, je crois. Ouais. Bon, c'est quand même important. Et puis ensuite, on a le transmetteur un peu procrastinateur qui sait qu'il doit transmettre, il le sait, mais il va chercher aussi à avoir la bonne information. Et en fait, c'est tellement complexe, c'est tellement long, il y a tellement de parties prenantes qu'on n'a jamais vraiment toujours la bonne information et on peut ne jamais passer à l'acte. En fait. Fabrice, côté gouvernance, dans votre étude, parce que vous avez une étude, Board the Room Navigator, une étude passionnante. Là, on est sur la gouvernance. Il y a 37% des comités de direction qui déclarent globalement consacrer du temps à la mise en place d'un plan de succession, le reste pas. Et 40% des comités de direction qui déclarent ne pas avoir mis en place de plan de succession, mais ont conscience de celui-ci. Ça fait juste écho à ce qu'on vient de se dire. Pourquoi c'est un sujet, je dirais, qui est pas traité? C'est tabou, on n'en parle pas, c'est gênant? Je crois qu'il y a un sujet, il y a une multitude de sujets qui s'entrechoquent, en fait, effectivement. Tabou, peut-être un peu, et puis un peu un problème d'ego du dirigeant. Oui. Parce qu'il y a plusieurs sujets. Il y a l'aspect capitalistique, la transmission, mais on parle de la succession, c'est-à-dire qui va assurer la gouvernance de l'entreprise. Il ne faut pas mélanger les mots. C'est pas la même chose, parce que dans la succession, il y a la gestion opérationnelle d'une société, son avenir, parce qu'il y a un volet social important. Quand vous avez une entreprise, une ETI, une PME qui emploie 500, 1000, 1500 personnes, il y a tout cet aspect-là où on se doit de prévoir. On se doit de prévoir. La décision, ça peut être des actionnaires, ça peut être le dirigeant fondateur ou pas. Il y a plein de cas de figure différents, mais in fine, une entreprise sur deux n'a pas prévu de plan de succession. Mais transmission, vous nous dites, la transmission, pour la distinguer de l'aspect juridique du capital, c'est qui prendra le fauteuil de monsieur X, un jour ou l'autre. C'est ça le débat. Oui, il y a la transmission, c'est l'aspect capitalistique. Et la succession, c'est qui prend le fauteuil. C'est l'aspect opérationnel. C'est ça le plus sensible. C'est ça le plus sensible. Les deux. En réalité, il n'y a pas une transmission, il y a plusieurs transmissions. On parle très tôt de la transmission des valeurs de l'entreprise, la transmission du savoir-faire, du savoir-être, transmission du pouvoir. Exécutif ou non exécutif, et puis la transmission du capital. Et finalement, la transmission du capital, elle arrive très, très tard. D'où l'importance de la gouvernance, d'ailleurs, puisque c'est aussi, je dirais, les administrateurs, c'est leur rôle aussi, justement, d'avoir toujours, finalement, de façon continue, un œil sur tous ces sujets de transmission, de capital humain. De risques aussi. On a une idée du nombre d'entreprises aujourd'hui qui sont dans la posture d'être reprises. Non, c'est compliqué à savoir ça. C'est très compliqué, parce que ça peut être aussi prématuré. Il n'y a pas qu'une question d'âge. Il y a une question de volonté patrimoniale d'un dirigeant. Et puis on peut être aussi dans une entreprise où la question de la transmission du capital ne se pose pas. Une entreprise publique, c'est vrai, ou une entreprise avec des capitaux privés, pour lequel il est important de prévoir la succession au niveau du comité de direction, de l'anticiper en cas d'accident de la vie. C'est ça. Il peut y avoir un accident de la vie orpheline d'un dirigeant dès lors où il n'y a pas eu une gouvernance mise en place afin d'assurer une pérennité, une succession en cas de pépin. Mais vous, les conseils que vous donnez, parce qu'en même temps, ce guide apporte les bonnes pratiques, donc la méthodologie pour accompagner, les conseils principaux pour ceux qui nous regardent, qui disent, bah oui, il va falloir que j'y pense, mais en même temps, j'ai pas très envie d'y penser. On commence par quoi et comment on organise tout ça? Mais justement, c'est... Par exemple, on a eu le cas pendant le Covid, la crise qui nous est arrivée il y a 2 ans. On ne l'a pas oublié. On ne l'a pas oublié. Et puis, ça rappelle quand même au bon souvenir de qu'est-ce qu'on fait si le dirigeant a effectivement un accident. Donc, il y a, ce qui est intéressant, c'est de partir sur ce sujet, tout ce qui est gestion du risque aussi, gestion du risque, effectivement. Je parlais du capital humain. Qui m'entoure aujourd'hui? Qui est-ce que j'ai? Qui est le président du Sénat qui peut remplacer le président de la République? Parce que c'est ça la règle politique. Comment je les ai formés aussi? Y ai-je pensé? Mais la question, c'est de dire qui vous remplace si demain vous disparaissez. C'est ça. Parce que c'est une question qui est dure à poser. Abrupte, oui. Mais elle ne vous fait pas disparaître pour autant. Donc l'intérêt, c'est de se dire, mais qui peut vous remplacer demain au pied levé en cas d'absence prolongée? Donc ça veut dire qu'il faut former ces personnes. C'est-à-dire qu'il y a forcément dans le comité de direction, ou pas, un dauphin. Ou pas.
ou pas, parce qu'il ne s'agit pas que de formation, il s'agit qu'il y a un leader naturel qui, compte tenu de ses fonctions dans l'entreprise, s'imposera naturellement comme le numéro 2 ou le futur numéro 1, ou pas. Et c'est là aussi l'intérêt d'aller à un moment donné regarder si le marché peut, ou ici, il faut aller se retourner vers le marché pour trouver quelqu'un. Tous les cas de figure existent. Alors justement, j'allais y venir parce qu'on a eu quelques belles entreprises, grandes entreprises familiales où les 2 enfants sont dans la direction et le nom du papa eh bien, est inscrit en gros sur des camions poubelles, pour ne pas citer la marque. Gouvernance familiale, mais ça c'est un enjeu aussi qui se joue le dimanche midi autour de la table où celui qui possède l'entreprise dit est-ce que tu veux reprendre? Et puis parfois on lui dit bah non, j'ai pas envie. Es-tu capable de reprendre? Es-tu capable? Es-tu capable de reprendre? Et c'est des questions très difficiles, mais on pourrait y passer des heures à en discuter, autant d'exemples que de situations d'entreprise. Mais c'est vrai que c'est des questions qui ne sont pas faciles à poser, pour lesquelles les réponses ne sont pas évidentes, et sur lesquelles il faut une forme de courage, je dirais, décisionnel, en disant je vais prendre un peu de recul, je vais, moi dirigeant, me poser à moi-même les bonnes questions, et dire où est-ce que je dois emmener ce capital que j'ai pu créer, si tant est qu'on soit dans une entreprise familiale. C'est important de prendre ces décisions et puis de faire un petit peu de prospective. Caroline Beckerbaum, la place, alors on a parlé de la gouvernance des comités de direction, des COMEX, alors évidemment ils entourent au plus près dans l'opérationnel, et puis il y a les conseils d'administration, c'est un sujet qui intéresse beaucoup l'IFA. Quelle est la place là, des conseils d'administration, des administrateurs, dans cette notion de succession? Est-ce qu'ils ont leur mot à dire? Est-ce qu'ils peuvent aiguillonner? Mais justement, en fait, il faut qu'ils aient le courage aussi, à un moment donné, d'aborder ces questions-là. Là aussi, vous voyez, le caractère un peu tabou du sujet. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ce ne soit plus un sujet tabou, qu'effectivement, on puisse l'aborder par différents prismes, de façon à ce que finalement la transmission devienne un non-sujet le jour où on parle de transmission capitalistique, parce que tout est déjà prêt. Alors c'est vrai que c'est peut-être un petit peu idyllique. Ouais. Enfin, en tout cas, ça a été préparé. Mais en tout cas, c'est vraiment, et c'est pour ça que ce guide est vraiment à l'usage des administrateurs aussi, bien sûr, des dirigeants, mais des administrateurs pour les aider à aborder ces problèmes qui sont souvent tabous. Quand vous avez en face de vous un dirigeant charismatique, âgé, et qui connaît son entreprise sur le bout des doigts, c'est toujours difficile de lui dire quand est-ce que vous allez passer la main. Mais dans la succession, vous avez évoqué le capital, évidemment, ça c'est un enjeu, mais il y a aussi dans beaucoup d'entreprises la raison d'être, l'éthique de l'entreprise, le choix du successeur doit aussi prendre en compte ces nouveaux critères. Mais il y a aussi un aspect, c'est que le dirigeant, justement, ne veut pas voir disparaître ce capital qu'il a construit, ce capital social, ce capital économique, etc. Et sa difficulté, c'est de dire après, il n'y a que moi qui peux. Non, il n'y a pas que vous qui puisse. Ça, on l'entend beaucoup. Oui, mais c'est là aussi où le courage et l'administrateur indépendant porte bien son nom. Il est indépendant. Plus libre de parole. S'il est là, il y a une raison. Il doit avoir ce courage. Et libre de parole. Plus libre de parole. Plus libre, il doit être libre de parole. Et le risque, c'est aussi quand même que l'entreprise se dévalorise. Parce que vaut une entreprise qui est uniquement... je m'autorise. Parfois, l'entreprise existe aussi par le charisme de son fondateur ou de son PDG. Oui, et débrancher le nom d'une entreprise... mais aussi d'une autre manière, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un sujet, non? Il y a des enjeux d'innovation aussi. Est-ce que le dirigeant actuel est capable de mener les transformations de l'entreprise? Alors bien évidemment, c'est toujours difficile de se dire « je ne suis pas la personne », mais encore une fois, les administrateurs sont aussi là pour amener en douceur, avec de la bienveillance, toujours des sujets qui sont effectivement douloureux. Il ne faut pas oublier que c'est un sujet vraiment extrêmement douloureux pour le gérant. L'enjeu économique. Et ça prend du temps. Ouais. Et ça prend du temps. C'est pour ça que cette réflexion doit... Et quand on voit qu'à travers cette étude qu'on a fait auprès de dirigeants et de fonds d'investissement qui partagent exactement le même constat, c'est que trop peu d'entreprises prévoient cette succession. Parce que leur intérêt économique, au fond, si on prend ce prisme-là, il est aussi très intéressant. Ils disent il faut du temps, il faut le prévoir. Et ce n'est pas de dire un gros mot que d'anticiper le départ de quelqu'un. C'est-à-dire que les fonds d'investissement qui vont investir dans les entreprises pour les accompagner, elles aussi veulent que l'entreprise continue à vivre, pour le dire abruptement, au-delà même de son fondateur ou de celui qui la dirige. On est d'accord. Y compris de l'intervention du fonds. Enfin, c'est une logique implacable. Donc effectivement, il faut du temps, il faut de la persuasion de la part des administrateurs, de la part du dirigeant, de la part des actionnaires, pour prévoir
ce fameux plan de succession, quel que soit le statut de la société et de son capital. Donc il n'y a pas un job board d'entreprise sur lequel on aurait le job board de allez sur ce site, vous verrez, ça bouge, vous pouvez succéder au patron. Ça n'existe pas. Comment ça se passe? C'est du bouche à oreille? On en parle dans les réseaux feutrés de clubs? Comment on l'appréhende, ce sujet? C'est très compliqué de l'attraper en termes de chiffres. C'est le bouche à oreille? Je vous vois douter, je vois... Non, mais il suffit de... Bon, après, c'est vrai que votre question est pertinente, mais délicate d'y répondre de manière arithmétique. Bien sûr. Effectivement, est-ce que l'âge du dirigeant est un... non. Oui, alors... Attention, il y a des sociétés sur lesquelles on arrive à la fin d'un mandat et pour lesquelles, effectivement, on peut anticiper à 2-3 ans en avance la fin du mandat de directeur général ou de président pour justement chercher en interne ou à l'externe le remplaçant. Donc ça c'est assez visible. Ça, c'est assez visible. Interne ou externe? Mais ça, c'est une question auquel l'entreprise fait un constat qu'en interne, on n'a personne, ou au contraire, on l'a anticipé il y a très longtemps, ou des talents sont sortis un petit peu du rang. Et c'est pas choquant, mais il faut l'anticiper à nouveau. Et pas se retrouver en disant le mandat termine dans 6 mois, qui va pouvoir remplacer le président? Ce qui est souvent le cas. Merci à vous. Je voulais simplement prendre le temps de repréciser votre étude qu'on peut trouver chez Robert Half sur le site avec des études très détaillées. Ça, c'est l'étude qu'on peut voir en ligne, nous sommes d'accord? Absolument. Et ce document qu'on peut voir aussi en ligne d'ailleurs, mais qui est un document papier qui est extrêmement documenté. Parmi les guides de l'IFA, vous avez transmission, enjeux et bonnes pratiques, avec des choses extrêmement claires, détaillées, un tableau de bord à la fin des typologies d'entreprises, de l'âge du capitaine, donc tous les cas de figure, parce qu'en fait c'est très protéiforme ce sujet. Il n'y a pas il y a 1000 histoires de succession. Et ce sujet est donc passionnant. Et je le redis quand même éminemment complexe et un peu tabou, puisqu'il touche à notre être. Merci à vous deux. Merci à vous, Caroline Bergbaum. Vous êtes fondatrice d'Alterago, coprésidente du réseau Entreprendre Val d'Oise et, vous l'aurez compris, membre de l'IFA. Et merci à Fabrice Coudray, directeur exécutif Church chez Robert Half. Merci à vous deux de nous avoir éclairés sur ce sujet. On va continuer à le traiter d'ailleurs, ce sujet. On tourne une page fenêtre sur l'emploi. On va parler des cadres et évidemment la négociation des salaires. On en est où sur les salaires des cadres? On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. Où en sommes-nous en matière de salaire des cadres? Ça, c'est une question importante. Les NAO démarrent. Alors, on se souvient des débats pendant le Covid et puis ces sujets autour de l'inflation. On en parle avec Arnaud Monteil, directeur associé chez Robert Walters. Et vous avez évidemment une vue très panoramique sur ces salaires des cadres. D'abord, pour faire le bilan, les cadres ont été augmentés de combien? Parce qu'il y a eu un débat, 3,5, 5%. C'est quoi l'augmentation moyenne? Alors, nous, on a fait une étude au premier semestre pour essayer de faire un bilan de ces campagnes 2022, parce que là, on est déjà presque projeté sur 2023-24. En tout cas, sur 2022-2023, on avait interrogé près de 1000 cadres avec qui nous avons été en contact, et 68% d'entre eux ont eu une augmentation. Et sur ces 68% qui ont eu une augmentation, vous avez seulement 56% de un cadre sur 4 qui a eu une augmentation supérieure à 5%. Donc vous en avez 1 sur 4, pardon. Hors prime, hors bonus, on est bien sur de l'augmentation. Hein. Absolument. D'accord. Concrètement... Donc on a pas mal de gens insatisfaits en fait, parce que ces 5%, on est inférieur au niveau de l'inflation. Donc on en a quand même 1 sur 4 qui ont cette insatisfaction aujourd'hui. Vous avez dans vos chiffres, et ça c'est quand même aussi un indicateur sur lequel les DRH doivent se pencher, 67% des cadres insatisfaits de leur augmentation et vont jusqu'à évoquer leur démission. Alors ça c'est quoi? C'est le bras de fer classique d'une négo, ou il y a quelque chose qui est très ancré là dans cette... Ce qui est intéressant, c'est que c'était un bilan à mi-année 2023 et on l'a vraiment observé au premier semestre avec un marché des cadres toujours très bien orienté malgré les tensions macroéconomiques. Et aujourd'hui, ce qu'on observe en effet, c'est cette insatisfaction qui génère des demandes de la part des candidats d'évoluer vers de nouvelles opportunités et de nouveaux postes. Je voudrais être précis parce que mes lunettes vont mal. Moi c'est 87% des cadres qui se déclarent insatisfaits, pour être précis dans les chiffres, et souhaitent démissionner. La réponse aujourd'hui des débuts de NAO, c'est quoi? Parce qu'on voit qu'il y a une inflation alimentaire qui est toujours très forte, un prix de l'essence qui grimpe et qui ne baisse pas. Comment se positionnent les entreprises là?
Aujourd'hui, avec la rentrée, on est dans une phase globalement d'incertitude, avec de vraies réflexions, un contexte économique qui est toujours aussi chahuté, et un marché de l'emploi qui, non pas ralenti, mais qui est en tout cas en train de trouver une certaine stabilité et une surchauffe qui diminue, et qui fait donc qu'on a un rapport de force entreprise-salarié qui légèrement commence à se rééquilibrer. Les facteurs pour arriver à garder la satisfaction et à la rétention des collaborateurs, quand ils changent de job, c'est déjà de faire un bon onboarding, ça c'est très important. Il y a l'aspect rémunération, on en a parlé, mais vous avez aussi tout ce qui va être autour du travail, comment on a repensé le travail dans l'entreprise, tout ce qui est les sujets de flexibilité. Télétravail, mais il n'y a pas que le télétravail, enfin tous les sujets liés à la flexibilité, la mobilité, etc. La culture de l'entreprise et la dimension managériale. Les managers aujourd'hui ont un vrai enjeu dans la rétention de leurs collaborateurs. Juste un mot, parce que vous êtes un observateur aguerri de ces questions de salaire. Il y a eu un vrai débat pendant presque un an sur les salariés s'en vont parce que c'est leur bien-être au travail qui ne va pas. Moi, j'ai plutôt le sentiment, des études l'ont confirmé, que c'était pour des raisons salariales. Qu'est-ce qui prédomine aujourd'hui? Parce que vous évoquiez évidemment la qualité de vie, c'est quand même le salaire qui reste quand même un levier de négo de base. Évidemment que le salaire reste en tête des préoccupations. Et quand on interroge, et dans toutes les études qu'a pu faire Robert Walters ou d'autres, c'est aujourd'hui et depuis 2 ans l'aspect rémunération qui vient en tête de la préoccupation et de l'élément à changer. Mais cet élément-là, quand on veut changer de job, il ne peut pas être le seul. Si on est, nous, quand on est confronté à des candidats pour qui le seul aspect de motivation à changer de job, c'est la rémunération, ça ne peut pas être le seul élément dans une motivation à changer de job. Il faut d'autres éléments dans la corbeille du marié que vous évoquiez. Ça peut être les éléments d'une mission, ça peut être le développement de l'entreprise, etc., etc. Merci Arnaud Montaille d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir. Directeur associé chez Robert Walters. Une étude, parce que c'est des études qui font référence en ce début d'année sur le salaire des cadres à découvrir sur le site Robert Walters. L'émission est terminée. C'est un vrai plaisir de la partager avec vous, évidemment, comme chaque jour. Je remercie notre équipe technique, Andrel pour la réalisation, Thibaut aujourd'hui au son, Olympe et Nicolas Juchat, l'équipe de programmation que je remercie. Merci à vous pour vos messages et vos réactions. Je serai là demain, évidemment. Portez-vous bien. Bye bye.